Bonsoir. Je vais vous demander de vous livrer à un petit exercice. Voici les photos de 4 officiers tout juste diplômés de l'école militaire américaine West Point. Si demain l'ennemi était à nos portes, je vais vous demander de choisir auquel de ces officiers vous confieriez nos forces armées. Lequel a le plus une tête de chef? Vous l'avez? Enseignement numéro 1 de l'expérience, former un jugement sur la base des photos est assez facile en fait. Globalement, on s'oriente assez vite vers certaines figures. Qui dans la salle a préféré un des 2 personnages de gauche pour diriger nos forces armées? Ouais, d'accord, ça marche toujours bien. Je pense que la théorie comme quoi c'est inné est correcte. Donc deuxième enseignement de l'expérience, la majorité des participants préfèrent les personnages de gauche et il y a beaucoup plus de photos dans l'expérience originelle. Et on a réussi à isoler les traits du visage qui provoquaient cette réponse tête de chef. C'est une mâchoire carrée, des sourcils proéminents, surtout pas de sourire, ça nous les Parisiens on l'a bien compris. Et ça c'est stable dans le temps et à travers les cultures. Ce qui m'intéresse, c'est le 3e enseignement de l'expérience, de Mazur, Keating et Müller. Les chercheurs sont allés retrouver ce que sont devenus ces officiers 20 ans plus tard. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait une corrélation entre la réponse à la question « Est-ce que vous trouvez que ces gens-là ont une tête de chef ?» et le grade final obtenu par les officiers. C'est-à-dire que ceux qui avaient une mâchoire carrée avaient plus de chances d'être devenus chefs d'état-major, d'avoir accédé aux plus hautes fonctions de l'armée américaine. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant, parce que les armées modernes, c'est des institutions qui prennent très à cœur la sélection et la promotion de leur personnel, qui ont inventé beaucoup des protocoles de ressources humaines modernes, comme par exemple l'entretien annuel, je ne sais pas si vous le savez. Et qu'elles puissent se laisser abuser tout au cours de la carrière de ces officiers par une mâchoire carrée, ça présage rien de bon pour les organisations civiles. D'ailleurs, d'autres recherches ont confirmé que dans le civil aussi, les personnes belles étaient jugées plus honnêtes, les personnes grandes étaient jugées plus compétentes, et si vous parlez vite, on vous jugera plus intelligent. Du coup, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes certain de savoir, dans votre organisation, quels sont les critères de promotion ? Sur quoi vous êtes réellement évalué? Pas ce qui est affiché sur les murs, pas ce qui est dans la grille, mais ce qui, au final, aura influencé le jugement des cadres, des responsables qui vous évaluent. C'est une question importante parce qu'elle décide de ce que vous devriez mettre au cœur de votre carrière. Vous devriez peut-être la poser en entretien de recrutement. Si on ne pose pas cette question, à mon avis, c'est parce que nous avons trop confiance. On a trop confiance dans le système d'abord. On arrive dans l'entreprise et on a un référentiel en tête qui est celui de l'école. Et c'est vrai qu'à l'école, vous le savez, c'est encore frais pour vous, à l'école, l'évaluation de la performance, en principe, c'est quelque chose d'assez transparent. Vous avez un contrôle de maths la semaine prochaine, vous réviserez les chapitres 4 à 5. Normalement, il n'y a pas de surprise sur les sujets. Vous arrivez dans la salle, tout le monde commence en même temps, tout le monde lâche le stylo en même temps. En principe, il n'y a pas de travail d'équipe. On compare vos réponses au corrigé. Si vous avez la même réponse que le corrigé, vous avez les points, sinon tant pis pour vous. C'est pas parfait, mais en tout cas c'est transparent. Quand on arrive dans l'entreprise, il y a certains attributs de l'entreprise ou des organisations civiles d'ailleurs, des organisations publiques pardon, qui sont similaires à l'école et qui peuvent faire croire que ça marche pareil. Il y a des canevas d'évaluation dans certaines entreprises avec des cases, des chiffres, il y a des classes, des niveaux, des seniorités. Il y a un moment dans l'année, l'entretien annuel, qui ressemble un peu à un contrôle. Du coup, on peut se laisser convaincre que c'est le système qui a produit l'évaluation qu'on nous donne, excellent, moyen, au revoir. Dans les faits, il manque les choses les plus importantes pour faire une évaluation objective. Dans la majorité des métiers, aujourd'hui, il n'y a pas de corrigé. Il n'y a pas la même question qui est posée à 120, 150 personnes. Reprenez un des jeunes officiers dont on parlait tout à l'heure. Imaginez qu'après 5 ans après son diplôme, il échoue dans une opération militaire importante. Comment savoir avec certitude que c'est dû à son manque de volonté, de travail ou de compétences? Ça peut tout autant être qu'on lui a livré les armes trop tard, que l'adversaire était plus fort que prévu, que l'équipe qu'on lui a confiée était très mal formée. Dans le civil, prenez un commercial qui aura beaucoup vendu en 2020, à moins d'avoir 40 commerciaux qui vendent exactement le même produit, exactement la même typologie de clients, comment pouvez-vous exclure que sa performance ne soit pas due à un événement inédit comme le Covid ? Ou à l'inverse, qu'il n'est pas doublement méritant parce qu'il a réussi à surperformer
en temps de Covid? Ça, c'est des questions très complexes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y répondre, mais en tout cas, le système de l'entreprise ne peut pas produire une réponse automatique à ces questions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui jugent et qui décident et qui accélèrent ou ralentissent votre carrière. Et si ces personnes-là sont trop convaincues de pouvoir le faire facilement, intuitivement, comme vous avez jugé les photos tout à l'heure, j'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec elle dans l'année, je vois à peu près ce qu'elle vaut, voilà ce qu'il ou ce qu'elle vaut. Sans travailler plus à ce sujet, mais le risque, c'est qu'il manque de méthodes qui tombent dans les biais cognitifs, les petites erreurs de jugement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est simple à vérifier. Moi, je vais vous donner 2 tests à faire avec votre futur responsable pour voir s'il applique une méthode d'évaluation de la performance. Le test numéro 1, c'est est-ce que mon responsable prend des notes sur mon travail, sur ce qu'on a dit de moi, au cours de l'année? Si votre responsable ne prend pas de notes, en fait, en décembre, il vous évalue globalement sur octobre et novembre. C'est hyper connu, ça s'appelle le biais de disponibilité en mémoire. C'est ce qu'utilisent les hommes politiques quand ils nous distribuent des subventions juste avant les élections. On sait pourquoi ils le font, mais comme on n'a pas pris de notes, bah ça marche. On a une image favorable. Donc dans ce cas-là, je vous conseille, si votre responsable ne prend pas de notes, d'être particulièrement travailleur juste avant l'évaluation annuelle. Deuxième test que vous pouvez faire, creuser un petit peu derrière les grands mots. Le dialogue le plus courant que j'ai eu sur ce sujet avec des managers, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans votre travail, dans tel ou tel métier? C'est important qu'ils soient motivés. D'accord? Comment vous savez qu'ils sont motivés? Ça se voit tout de suite. Mais encore, si vous grattez comme ça, en fait, vous aboutissez, d'accord, ils partent tard le soir. Et donc en fait, on est passé de je veux des personnes motivées à je veux des gens qui partent tard le soir. Pourquoi pas, hein, ça peut avoir un intérêt, mais vous reconnaîtrez que c'est un peu réducteur et que c'est pas tout à fait la même chose. Ce serait facile de jeter la pierre à nos managers, à nos cadres d'entreprise. Quand nous-mêmes, quand on nous demande d'évaluer la performance de personnes qui vont prendre des décisions clés pour nous, clés pour le monde, que sont les hommes et les femmes politiques, nous prenons un peu l'évaluation à la légère. Personne ne prend de notes pendant les quinquennats. Assez peu de gens définissent comment ils vont observer que tel ou tel homme politique est bien honnête. On vote toujours pour les mêmes, parce que c'est notre parti depuis toujours, et puis mes parents votaient comme ça. Donc en fait, nous aussi, dans l'évaluation de la performance de personnes qui comptent, on n'est pas très méthodique. Ce dont j'essaie de vous convaincre ce soir, c'est que l'évaluation de la performance d'aujourd'hui, c'est le visage de votre organisation de demain. C'est les gens, et demain, ce n'est pas dans 20 ans, c'est dans 5 ans. Les critères que vous avez effectivement retenus aujourd'hui, c'est ce qui va décider de qui va partir, qui va se décourager, qui va rester, qui va accéder au poste de pouvoir. C'est donc peut-être un des moments les plus fondamentaux du management et des organisations. Si tout ça ne suffit pas à vous convaincre de passer un petit peu plus de temps, d'être un petit peu plus méthodique, de vous fier un petit peu moins à votre intuition sur ce sujet de l'évaluation annuelle, de l'évaluation de la performance de manière générale, j'ai un dernier argument pour vous convaincre. C'est de penser que derrière chaque mâchoire carrée qui a vu sa promotion accélérée par quelque chose qui n'avait rien à voir avec sa contribution à l'entreprise, il y a une personne qui avait une tête ronde, qui était petit, qui était laid, qui parlait lentement, qui était introverti, ou peut-être qui était une femme, qui s'est vue défavorisée pour quelque chose qui n'a rien à voir avec sa performance, quelque chose qui a influencé inconsciemment ses supérieurs et ses responsables. Et quand on sait ce que ça fait de se heurter à un plafond de verre dans sa carrière, d'être détourné des postes à responsabilité, de ne pas réussir à progresser, sans même savoir pourquoi, sans même que son responsable soit conscient qu'il est en train d'avoir un préjugé contre nous, ça justifie de passer un petit peu plus de temps, d'être un peu plus méthodique sur le sujet de l'évaluation de la performance. Je vous remercie de votre attention.